Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. On a en chacun de nous quelque chose quelque part qui peut nous animer et nous faire basculer. Il faut juste le toucher. J'aurais presque pu arrêter mon intro ici tant cette punchline puissante se suffit à elle-même. En tout cas, je peux vous dire que lorsqu'une interview démarre à ce niveau-là, je sens bien que derrière, la suite va être un petit bijou. Alors ouvrez grand vos oreilles. Armelle, c'est la décontraction, le sens et le poids des mots. On a même vu ce fan de littérature se révéler poète sur le dernier Vendée Globe. Mais aussi un regard tendre dans lequel on lit la passion. La passion d'un sport et de la compétition qui exige rigueur et force de tempérament. Armelle, c'est aussi un palmarès d'excellence et un parcours éclectique. Découverte de la voile assez tardivement à 18 ans grâce à des amis de lycée, course en IMOCA, en trimaran, victoire de la route du Rhum en 2018, 11e place au dernier Vendée Globe en 2020, bref, vous l'aurez compris, Armelle est de la trempe des grands. Et en tant que bonne novice sur le sujet, j'ai bien entendu bu ses paroles et fait quelques gaffes, amateurisme quand tu nous tiens, que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Alors je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Armelle. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc on va parler de toi Armelle. Tu as 46 ans, tu es mariée, tu es père de 3 enfants, tu es nantais, pur jus, même si ton port d'attache est à la Trinité-sur-Mer. Et du coup, je voulais qu'on commence par parler un peu de ton parcours, Armelle, si tu veux bien. Donc, tu as une histoire avec la mer, la compétition assez atypique, puisque tu as découvert ce milieu assez tardivement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment t'es venue cette passion ? Alors, elle est venue effectivement un peu par hasard, suite à une invitation par trois amis du lycée pour un week-end sur un petit bateau qui s'appelle le Muscadet, en baie de Quiberon. Et là, on partait pour Édic, pour Watt, et voilà, ça a été une révélation. À l'époque, j'avais 18 ans et j'ai été complètement happé, conquis par cet univers. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que la mer allait être ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc je n'ai plus cessé de naviguer à partir de ce jour-là. Ce que j'aime bien, ce qui est assez rassurant, je trouve, c'est qu'on se rend compte que du coup, dans ton histoire, c'est pas forcément inné. Ce talent, mais c'est plutôt quelque chose que tu as acquis au fil des années avec de la motivation, j'imagine, de l'énergie, de l'envie, de la volonté. Ouais, complètement. Que je pense qu'on a en chacun de nous peut-être quelque part quelque chose qui peut nous animer et nous faire basculer dans des univers complètement différents. Et voilà, il faut juste le toucher. Et voilà, là j'ai été, je sais pas, on peut dire touché par la grâce ou voilà, une révélation quoi, et qui m'a amené dans ce métier. Et puis après, il y en a eu plein de rebondissements, mais voilà, cette communion avec la nature était très très forte. Une fois que tu as eu cette révélation, comment est-ce que tu as appris la navigation en fait ? Alors très vite, je suis parti dans l'école de voile des Glénans à Paimpol, qui est une école de voile réputée. J'ai fait mes classes là-bas en fait pendant 2 ans, 3 ans. Donc ils m'ont formé. L'hiver, on réparait les bateaux et puis dès que la saison arrivait, on enseignait en fait, en croisière et en manche. Donc c'était un terrain de jeu assez fabuleux parce que c'est la Bretagne Nord avec beaucoup de courants, beaucoup de cailloux, une météo difficile et des bateaux assez rudimentaire. À l'époque, il n'y avait pas tout un tas d'instruments et d'aides à la navigation. Donc, ça a vraiment aiguisé mon sens marin. Et voilà, c'est ce qui m'a forgé aussi. C'est pas là où je suis devenu compétiteur, mais disons que c'est là où j'ai acquis un sens marin, un sens de l'observation. Et ça m'a aidé après, plus tard, dans mon métier de régatier. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu as une révélation, tu t'es dit je veux devenir skipper professionnel ou... Non, pas du tout. À cette époque, c'était vraiment de la croisière. J'enseignais, j'étais enseignant. Voilà, je faisais mon métier de marin et voilà, j'aimais bien partager les connaissances que j'avais. Et puis il y avait voilà cette idée quand même d'aller de plus en plus loin. On poussait toujours un peu plus le périmètre. Au début, c'était Saint-Malo, et puis après les Anglo-Normandes, après l'Angleterre, et puis après l'Irlande. Donc à chaque fois, le territoire comme ça s'agrandissait. Donc il y avait au début plutôt cette idée de traverser l'Atlantique, de vivre la mer plus comme une aventure. La grande croisière, on avait imaginé partir avec des amis sur un tour du monde ou des choses comme ça. Et la régate est venue après, quand j'ai fait une formation brevet d'État, donc pour pouvoir enseigner la voile professionnellement.
Et là, j'ai découvert le jeu de la régate et en fait, ça a réveillé en moi quelque chose, mon instinct de joueur. Et là, ça a été une nouvelle révélation. Je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, on peut aussi vivre la mer de cette manière-là. Et la course a été une nouvelle étape. Qu'est-ce que tu ressentais du coup à ce moment-là? Le jeu de la régate, en fait, cette intensité, cette adrénaline, ce challenge, en fait, d'être avec d'autres bateaux et puis d'essayer de gagner, tout simplement. Et par le jeu, par la ruse, et là encore par l'observation. Ce qui est magique dans ce sport, c'est qu'on est donc en plein air, sur l'eau, et on joue avec les éléments. Donc il y a toute une composition à avoir, un état d'esprit aussi. C'est pas juste courir autour d'une piste ou où il y a que soi qui compte. Là, c'est vraiment à 360 avec un élément qu'on peut pas toujours maîtriser et avec lequel il faut composer. Et ça, c'est passionnant. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 24 ans. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont réagi, tes proches, ta famille, tes amis, lorsque tu leur as annoncé que tu voulais devenir skipper professionnel? Parce que du coup, c'est pas un milieu dans lequel tu as évolué et grandi. Non. Comment est-ce qu'ils ont pris cette nouvelle? Comment? Alors là, je me souviens même plus, mais ça s'est fait progressivement en fait. Parce que avant de me dire, tiens, ça y est, je vais me lancer en tant que solitaire dans la course au large et monter mon projet, j'ai d'abord travaillé pour d'autres. J'étais préparateur technique, donc homme de l'ombre, qui fait en sorte que le bateau, en fait, pour le skipper soit prêt et pour le jour J, pour la régate. Donc là, j'ai acquis aussi des connaissances techniques intéressantes. Et puis à la suite de ça, en travaillant pour ces skippers, c'est eux qui m'ont un peu poussé, ils m'ont dit, à mon tour de tenter ma chance. Et je voyais bien que c'était un truc qui me titillait et que il fallait que j'aille un peu plus loin. Et là, du coup, j'ai goûté au solitaire. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être pour moi, quoi. Donc voilà, déjà, il y a eu un parcours, quoi. Enfin, c'était un peu construit, on va dire. Donc mes parents étaient un peu étonnés. Ils trouvaient ça forcément un peu fou de partir tout seul sur l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m. Et puis après... Ça les a pas inquiétés? En fait, ils m'ont dit après que ça les avait inquiétés quand je les avais emmenés naviguer sur le bateau. Donc 6,50 m, c'est pas grand, hein. On est vraiment au ras de l'eau. Et ils se sont dit, oh là là, il part quand même tout seul sur une coquille de noix. Et voilà, surtout qu'ils n'ont pas du tout de notion maritime. Donc ça leur paraissait un peu dingue. Ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a eu je me demandais, est-ce qu'il y a eu des ouvrages, tu vois, des lectures ou des rencontres qui t'ont éveillé un peu aussi à ce sujet-là, à la compétition, à la course en solitaire? Ouais, bien sûr. Il y a eu. Alors, en fait, quand on était donc au Glénan, c'était à Paimpol, il y avait un bouquiniste, quoi, voilà, librairie, et qui avait tous les ouvrages de l'édition Artaud, et avec tous les livres de Tabarly, Colas, Moëtessier, et tout. Ces grands navigateurs, alors des fois dans des styles très différents, mais il y avait quand même cette ouverture vers le large, vers la course. Et ça m'a nourri forcément. J'ai d'abord navigué dans les livres avant de naviguer en mer. Et il y en a un en particulier qui t'a marqué? Classiquement, je dirais La Longue Route de Bernard Moëtessier, qui a été un livre fondateur pour beaucoup d'entre nous. C'est une course autour du monde, la première en 1968, et en fait Bernard Moëtessier, donc, qui est devenu un personnage emblématique, passe le Cap Horn. Donc c'est une course où chacun pouvait partir quand il souhaitait. Donc il n'y avait pas de départ unique en fait. Et au lieu de remonter après le Cap Horn vers la France, donc, pour boucler son tour du monde et peut-être gagner en fait, il décide finalement de continuer et de repartir pour un tour complet de l'Antarctique. D'accord. Voilà, parce que il est en osmose complet avec la nature, et puis il se voit pas rentrer, il se voit rester seul sur son bateau, et en fait ce fait d'armes là, ça lui a valu une reconnaissance incroyable et une notoriété dingue. Il en a fait ce livre qui est assez inspirant, et puis qui est vraiment empreint de cet univers et puis de ces sensations qu'on peut ressentir quand on est dans le Grand Sud.
Donc voilà, c'est quand même un livre assez inspirant. En 2 mots, je fais un rapide topo sur ton palmarès. Tu as remporté la Route du Rhum en 2018 en multi-50. Tu as obtenu la 11e place au Vendée Globe en 2020 à bord de l'Imoca, l'Occitane en Provence. Tu seras au départ du prochain Vendée Globe en 2024. Donc avant d'arriver là, j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. Quel a été toi, ton parcours? Tu nous parlais de cette petite coque de 6 mètres sur laquelle tu as franchi l'Atlantique. Entre cette petite coque et un Imoca, quel est le parcours d'un navigateur? C'est vrai qu'on dit souvent dans le milieu Pasta Mini d'abord. et c'est vrai que ça a été une étape clé parce que c'est des bateaux de petite taille, raisonnables, où on peut encore tout faire soi-même, ou avec une toute petite équipe pour vous prêter main forte, que souvent on trouve des partenaires autour de chez soi. Moi, en l'occurrence, ça avait été avec Moulin Rôti, une entreprise nantaise, ou pas loin. Et on avait financé le projet en fait avec la vente d'un ours qui s'appelait l'ours Armel. Voilà, donc c'était assez sympa. Et cette course, comme je la gagne en fait en 2003, elle a vraiment fait office de tremplin pour moi. Et à la suite de ça, j'ai décroché un budget avec un beau sponsor qui s'appelait GDIMAT, et pendant 7 ans, j'ai accédé au circuit Figaro, qui est un circuit assez exigeant, professionnel, et où là je me suis frotté au meilleur, et où j'ai vraiment fait mes classes, où j'ai appris ce que c'était le métier de compétiteur, de coureur au large. Voilà. Et c'est une course qui était déjà en solitaire, ce circuit, il est déjà... Oui. C'est déjà en solitaire. Okay. Ouais, moi j'ai très vite basculé sur le solitaire, déjà parce qu'en fait en France c'est ce qui fonctionne bien. Il y a vraiment une attirance pour cette discipline, et des partenaires donc qui sont attirés. On l'a vu avec le Vendée Globe l'année dernière, qui a été très suivi. Et puis moi quand j'ai commencé à goûter au solitaire, ça a été à nouveau une révélation. Je me suis dit mais c'est dingue, c'est exactement ce que je recherche, quoi. Voilà, il y avait une vraie alchimie, et du coup j'ai continué dans cette voie. Et tu nous disais que tu avais été 7 ans sur ce circuit Figaro, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai fait du Classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres, avec des transats aussi. J'ai fait un peu d'Imoca, j'ai fait la Route du Rhum en 2014 sur un bateau de 18 mètres. On devait faire le Vendée Globe en 2016, puis en fait ça s'est pas fait. Après, j'ai fait un peu de multicoque, et puis avec Réauté Chocolat, du coup j'ai gagné le Rhum en 2018. Et ensuite réussi à faire le Vendée Globe. Voilà. Et je me demandais si à ce niveau de la compétition, à ce niveau de professionnalisme, est-ce qu'on apprend encore des choses aujourd'hui? Bien sûr. Là, je viens de remettre à l'eau mon bateau, et j'ai fait 3 jours de navigation en solitaire. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait, et j'ai encore réappris des choses, et je vais encore en apprendre. Et c'est aussi lié à notre métier de marin, qui est en lien, comme je disais, avec le vent, avec la mer. Et donc on apprend toujours de cet élément en fait. Tu apprends du coup à réagir par rapport à cet élément, ou tu apprends aussi la manière dont ton bateau réagit? Tu apprends la mécanique. Qu'est-ce que... Tu apprends sur toi, beaucoup, sur toi, comment tu réagis en fait dans telle ou telle situation. Et puis après, tu apprends effectivement à mieux le manœuvrer, mieux anticiper, être plus en phase quand il faut, à moins dépenser d'énergie aussi, parce que en fait la course au large, c'est il y a une sorte de... Moi je suis arrivé un peu à un point où on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, et il y a une écologie du corps aussi à avoir, et donc cette économie de moyens pour avoir plus de performance, et donc je travaille beaucoup là-dessus. Voilà, je me projetais un peu, je me mettais à ta place, et je me dis, quand on est au milieu de l'eau, qu'on voit plus les terres, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Un immense sentiment de liberté. Ouais, c'est vrai. Moi, ça n'a jamais été une angoisse. Après, certains le vivent pas bien, et donc du coup arrête. Mais c'est vrai que être en mer, déjà c'est beau. Moi je trouve que on a besoin de se nourrir de belles choses. Enfin, en tout cas pour ma part. Donc c'est comme on peut aimer être en montagne, en forêt, Et je crois que se nourrir de choses qui sont belles, qui vous plaisent, qui vous contentent, en fait ça vous aide aussi à être meilleur. Et donc c'est important. Et la mer, c'est un spectacle splendide. Ça change tout le temps, et c'est jamais monotone. Il n'y a jamais de répétition, et chaque jour, chaque nuit est différente. Et si on fait une rétrospective sur toute ta carrière, est-ce qu'il y a un moment sportif qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors, un moment, c'est difficile à isoler comme ça, mais forcément, les victoires marquent, parce que déjà, il y en a peu des victoires dans une carrière.
Et très récemment, c'est pas si récent puisque c'était la route du Rhum, mais voilà, c'était ma victoire sur le Rhum, l'arrivée en Guadeloupe, et voilà, ça avait quand même une saveur assez particulière. Après, j'aime beaucoup les départs et j'aime bien cette concentration et cette tension qui monte sur les départs. Et voilà, et les départs de route du Rhum sont quand même assez particuliers. Ah oui, il y a une pourquoi ? atmosphère. Parce que déjà, j'adore cette ville et puis ce qui s'en dégage et son histoire. Et puis, pour moi, la route du Rhum, c'est ce qui m'a fait aussi basculer dans la course, quoi. Ça a été ma première confrontation en tant que spectateur avec la course au large en 94, quand je suis arrivé au Glénan, en fait, à Paimpol. Et j'ai été marqué en fait par ces bateaux qui avançaient à toute vitesse. Et voilà. Et aujourd'hui, participer à cette course, c'est un peu en faire partie, rentrer aussi dans l'histoire de la course au large. Et c'est quand même chouette de pouvoir être acteur de ça et de le vivre de l'intérieur. Donc participer à des départs de route du Rhum, ça a quand même une gueule incroyable. Ouais. Ça doit être tellement galvanisant. Alors, c'est une question qu'un auditeur de Rayonnante m'a posée, parce que j'aime bien interroger les auditeurs pour savoir ce qu'ils veulent, quelles questions ils veulent poser aux invités. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé si entre les compétitions, tous les entraînements, les recherches de sponsors, la construction d'un nouveau bateau, la personne me disait donc, que ça ne devait pas laisser beaucoup de place à une vie personnelle. Pourtant, tu es quand même marié, père de 3 enfants. Comment est-ce que toi, tu concilies ce rythme avec ta vie de famille ? Alors, c'est vrai que c'est pas si évident. Il y a quand même des moments... en fait, l'année, elle est un peu découpée par phase. Et l'hiver, je suis quand même plus à la maison parce que le bateau est en chantier et voilà, j'essaye de rester plus à Nantes. Et que là, c'était un peu particulier cette année parce qu'il y a effectivement la recherche de sponsors, donc il y avait pas mal d'allers-retours à Paris. Mais globalement, j'essaye d'être là l'hiver et c'est vrai que quand la saison démarre, je suis quand même un peu plus sur l'eau. Donc voilà, après on essaye de trouver un équilibre. Bon voilà, après c'est chaque famille a ses problématiques et chaque métier voilà, il y a des gens qui sont sur la route toute la semaine et qui reviennent que le week-end ou qui travaillent dans les hôpitaux et qui font des nuits de garde, voilà, donc ça s'équilibre, c'est pas si simple, mais j'ai des bons appuis quand même à terre et voilà, et ma femme m'aide beaucoup et enfin voilà, tient un peu les rênes de tout ça. Et c'est important, je crois que aussi dans ma construction de pouvoir compter sur elle. Voilà. C'est une passion que tu transmets à tes fils ? Les 3 ont navigué, il y en a un qui a arrêté pour l'instant, mais ils aiment bien, les 2 autres naviguent. Et on essaye de faire un peu de croisière aussi ensemble. Et ouais, j'essaye je leur en parle, ils suivent et de leur transmettre un peu effectivement ce goût pour déjà la compétition au sens on va dire noble, pas écraser l'autre mais plutôt essayer de se dépasser et d'essayer de se connaître aussi, parce que je trouve que c'est dans la compétition où on arrive finalement à avoir une meilleure connaissance de soi. Voilà, et puis je trouve que c'est un chouette sport en plus, donc forcément j'essaye de le partager. Et tu parlais de ce travail de recherche de sponsors. Donc aujourd'hui, tu nous disais que tu avais remis à l'eau ton bateau là, pour le prochain Vendée Globe, on en reparlera aussi. Mais je me demandais, voilà, tu en es où de ta recherche de sponsors ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tu as un ou plusieurs partenaires qui vont te suivre dans cette aventure ? Alors, on en est à différents stades en fait, parce qu'on a donc plusieurs partenaires, effectivement. Moi, je navigue maintenant sous les couleurs d'une association qui s'appelle Les Petits Doudous, qui est une association de soignants un peu partout en France. Via cette association, des entreprises nous rejoignent. Donc, il y a déjà un pôle de partenaires qui est en place, dont Moulin Rôti d'ailleurs, et qui vont nous permettre de faire la route du Rhum donc, cette année. Voilà. Et après, il y a le projet Vendée Globe 2024 où là, on veut construire un bateau pour le prochain Vendée Globe et la construction doit démarrer au mois de juin de cette année. Et là, on est encore en phase de recherche de partenaires pour lever des fonds. Donc, c'est pas encore acquis. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et si on revient justement sur cette association Les Petits Loulous dont tu parlais, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, en fait, ça a été une rencontre en 2016 via Moulin Rôti, donc qui était mon partenaire. C'était pour une course qui s'appelait la Transat Anglaise. Et donc, j'ai rencontré Nolwenn Fer, la présidente de l'association. Et en fait, c'est une association qui m'a forcément tout de suite interpellé parce que leur but c'est d'améliorer le passage au départ, le passage au bloc opératoire des enfants par le biais du jeu, d'enlever du stress et pour supprimer la prémédication. Et en fait, j'étais confronté à ça avec mon fils qui avait 1 an et qui était au bloc opératoire en urgence.
Donc voilà, ça a fait écho et donc j'ai tout de suite accepté forcément de soutenir cette cause. Et donc depuis 2016, je les soutiens. Et là, on a décidé d'accélérer un peu le processus et de passer le bateau sous les couleurs de l'association. Voilà. Et donc cette association, aujourd'hui, elle a 108 associations différentes un peu partout sur le territoire. Et elle est basée, elle se finance uniquement sur du recyclage en fait, des métaux et des déchets hospitaliers. Voilà, donc c'est assez vertueux. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui est à usage unique, tout ce qui est métaux, au lieu d'être jeté, en fait, c'est recyclé. Et en fait, ça leur permet après de financer des cadeaux, des jeux pour les enfants en fait, qui viennent au bloc opératoire. Et donc, dans leur cheminement, en fait, ils ont aujourd'hui créé une application qui s'appelle Le Héros C'est Toi, un jeu où l'enfant devient finalement acteur de son parcours au bloc. Et grâce à ça, en fait, ça a enlevé complètement le stress, l'angoisse. Donc, ils ont supprimé la prémédication. C'est devenu une ordonnance médicale, en fait. Donc, ça a été reconnu. Et ça a changé en fait leur métier. Je trouve assez dingue au départ d'une lassitude ou d'entendre des enfants pleurer. Donc Nolwenn, cette infirmière, qu'on pouvait plus. Aujourd'hui, ils ont réussi finalement à faire évoluer leur pratique et travailler plus sereinement, plus efficacement. Et tout le monde y trouve son compte. Génial. Et alors, je reviens sur cet aspect, du coup, je fais une transition à 180 degrés, mais je reviens sur cet aspect un peu financier parce qu'il y avait une question que je me posais par rapport à cette recherche de sponsors et tout. Je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de vivre de ce sport ou est-ce qu'il faut avoir une activité à côté pour pouvoir pratiquer cette passion, quoi? Alors, non, il est possible d'en vivre. Je pense que c'est assez particulier à la France où la course au large est reconnue. Assez médiatisé et puis il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent des sportifs, donc on peut en vivre après, plus ou moins bien, c'est plus ou moins risqué, fragile, ça reste quand même des contrats qui portent sur des fois 1 an, 2 ans ou 3 ans, des fois pour une course. Donc faut accepter d'être toujours sur un fil. Mais ça, je crois que le jeu en vaut la chandelle si on aime les risques. Et une vie pas toute tracée. En tout cas, c'est faisable. Et du coup, je réalise en t'écoutant parler qu'en fait, c'est quand même un sport qui est quand même très français, mine de rien, parce que les principaux skippers sont français, les courses sont généralement organisées par des organismes français. Pourquoi est-ce que finalement ce sport s'étend par le monde entier? Alors en fait, la course au large c'est plutôt c'est international, hein. C'est aussi très anglo-saxon. Donc ils ont exporté ça beaucoup en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais plus en équipage en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, y a cette spécificité du solitaire. Voilà. Donc la route du Rhum y est jouée pour beaucoup. Et puis quelqu'un qui s'appelait Eric Tabarly, qui a posé un peu les bases du solitaire et qui a sorti de l'ombre un peu cette activité, cette discipline. Et donc c'est vrai que c'est devenu très franco-français, mais avec quand même pas mal d'étrangers qui viennent s'entraîner en France aussi, quoi. Il y a un savoir-faire français à tous les niveaux. En fait, il y a une vraie économie autour de ça, un vrai savoir-faire dans tous les domaines d'activité, quoi, et des compétences que tout le monde entier nous envie, en fait. On a un terrain de jeu qui est dingue avec la côte atlantique et des chantiers navals exceptionnels. Enfin, dans chaque domaine, en fait, il y a des gens très très pointus. Et ça, c'est assez unique, quoi. On va parler entraînement, si tu veux bien. Donc, ça m'intéresse en fait aujourd'hui de discuter avec toi de la manière dont tu prépares, dont tu vis toutes ces courses en solitaire, notamment comme le Vendée Globe, où tu pars quand même pour environ 80 jours en mer. Donc, j'imagine que c'est des vraies épreuves physiques, des vraies épreuves mentales. Comment est-ce que tu te prépares pour ce genre de course? Alors, après, je pense que ça dépend un peu des courses. Effectivement, un Vendée Globe ne se prépare pas de la même manière qu'une route du Rhum qui va durer 10 jours. Où là, en l'occurrence, ça va être un sprint. Mais globalement, comment je me prépare, j'ai un peu, au fil des années, finalement, acquis une routine de travail et d'entraînement. Donc il y a quand même une partie foncière qui est toute l'année. Et puis après, avec des pics d'entraînement au fur et à mesure qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne des compétitions. Donc il y a forcément de la préparation physique parce que c'est pas que un sport physique, mais ça l'est. Les bateaux sont quand même exigeants. Mais il y a aussi beaucoup de... moi
Comme je disais, essaye de beaucoup travailler sur la souplesse aussi et le fait de ne pas se blesser. Donc du renforcement musculaire, mais plutôt à bon escient, quoi. Voilà, pour essayer de travailler en efficacité, beaucoup de gainage, et puis voilà, de la proprioception, et puis tout un travail sur le cardio, parce que les manœuvres peuvent être longues, peuvent demander beaucoup d'énergie, et voilà, donc c'est important de pouvoir avoir la caisse quand même, un minimum. Voilà, et puis en parallèle, il y a une partie, enfin en parallèle ou en continu, mais parce que moi j'essaye de lier les deux en fait, il y a cette partie mentale qui est aussi assez essentielle, puisque je pense que c'est le sport où on passe le plus de temps en étant assis et à gamberger. Donc il faut aussi s'occuper de son cerveau, voilà, pour éviter qu'il nous joue des tours. Et quand tu disais donc que tu pars donc du coup en mer avec ton bateau avant ces courses, c'est ça, mais tu pars pendant plusieurs jours, tu t'entraînes dans des conditions un peu plus tu vois, un peu plus physiques. Ouais, alors effectivement après il y a le spécifique où là c'est de l'entraînement sur l'eau et c'est de la répétition de gamme par exemple, et puis d'aller se confronter à des situations météo un peu plus dures pendant 3-4 jours, voilà. Et après il y a aussi des pré-courses, si l'événement phare c'est la Route du Rhum au mois de novembre, il y a des pré-courses en solitaire qui nous permettent de nous entraîner et de se confronter aussi avec les autres. D'accord. Donc là ça va être le cas au mois d'avril avec les 1000 milles des sables, où on va pouvoir se qualifier pour la Route du Rhum et commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, quoi. Et j'imagine que dans toute cette phase de préparation, c'est hyper important de bien connaître son bateau, de bien connaître toute la mécanique du bateau pour que tu aies une confiance totale en lui le jour J, durant la course, pour que tu puisses adapter la bonne posture. Là encore, comment est-ce que tu travailles ça, tu vois ? Je crois que c'est une partie... Il y a cette partie mentale un peu. Moi, je fais beaucoup d'imagerie mentale, par exemple. Ah oui. De méditation, où en fait je fais défiler une transat et voilà, et plein de faits de course qui peuvent se passer en fait. Donc finalement je prépare mon cerveau, parce qu'en fait on sait qu'on n'est pas obligé finalement de vivre les choses pour pouvoir les comprendre, les analyser, les ressentir. Et donc on peut les imaginer et ainsi en fait préparer son cerveau à vivre et du coup que ce soit une fois que la situation, même si elle n'est pas tout à fait la même, en fait on ait déjà des réponses et on soit déjà en terrain connu. Et voilà, c'est une manière de se préparer mentalement et d'anticiper en fait tout un tas de faits qui peuvent arriver, quoi. Donc du coup, voilà, je travaille beaucoup là-dessus. Et est-ce que même avec toute cette préparation, la veille d'une course en solitaire, tu as encore des appréhensions ? Plus tellement en fait, parce que à partir du moment où je sais comment va se dérouler la course, comment moi je vais y répondre, en fait je suis prêt finalement. Forcément il y aura des imprévus, mais en fait je suis prêt à réagir, quoi. Et du coup finalement il y a juste à être là, présent, et à faire les choses, et puis voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire être en phase, sans se projeter sur des choses voilà, qui vont arriver, et de commencer à se faire des films. Donc finalement, non, il n'y a plus d'appréhension. Être dans le moment présent et être exactement là, quoi. Ouais. Et si on revient sur cette notion de sommeil, c'est une question qui m'intéressait trop à titre personnel, parce que la gestion du sommeil, c'est quand même un gros sujet quand tu as des enfants en bas âge, tu vois. Et du coup, je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu gères ça, justement, comment est-ce que tu gères... En fait, c'est marrant, parce que c'est quelque chose avant qui me stressait, notamment avec mon premier fils qui n'arrivait pas à dormir, c'était l'angoisse. Donc il y a eu quelques années difficiles, et j'étais beaucoup moins serein. Maintenant, voilà, je sais que j'ai pas mal travaillé aussi là-dessus avec différents chercheurs, et c'est vrai que en fait on a tous une cartographie du sommeil un peu différente, et c'est important de bien se connaître pour savoir à quel moment on va pouvoir avoir des plages de récupération efficaces. Le sommeil il fonctionne en phases, et quand on connaît ces phases où on va pouvoir être efficace sur du sommeil lent, profond, à ce moment-là on va pouvoir essayer de dormir 20 minutes, 40 minutes qui vont nous permettre de récupérer efficacement. Et donc ces petites phases de sommeil là, on va pouvoir les répéter au cours d'une nuit. C'est jamais des phases très grandes, hein. Okay. Donc c'est entre 20 et 40 minutes. Ok. Donc voilà. C'est ce que tu fais quand tu es sur l'eau. Oui. Tu arrives à avoir le bon créneau horaire et tu te dis ça y est. Alors si les conditions météo le permettent, s'il n'y a pas d'événement ou autre, effectivement j'essaye d'aller dormir sur ces portes. Voilà. Ok.
Alors, je voulais qu'on parle un peu de ton actualité. Donc, tu nous parlais de la prochaine route du Rhum sur laquelle tu seras au départ aussi. Je voulais qu'on s'intéresse aussi au prochain Vendée Globe qui aura lieu en novembre 2024, avec un projet que tu as qui est tout nouveau, qui est techniquement vertueux. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement les spécificités de ce multicoque que tu es en train de penser? Alors, pour le coup, là, c'est un monocoque. Ah, pardon, sur le Vendée Globe, ouais. Donc un IMOCA, donc c'est un bateau qui va faire 18 mètres. On l'a imaginé en fait avec au départ l'initiative du Technocentre Airbus, de la Nantes Métropole aussi, qui nous ont mis en contact pour en fait récupérer finalement la fibre de carbone déclassée, donc de Airbus qui part au rebut et qui pourrait en fait être réintroduite dans un cycle de construction d'un bateau de course. Voilà. Donc c'est assez vertueux parce que cette matière elle sert à rien, elle sert plus, mais pour autant elle a encore des caractéristiques mécaniques intéressantes. Elle peut plus servir à construire des avions parce qu'elle est périmée, mais c'est un peu con de l'acheter quoi. Donc voilà, donc on veut faire une preuve de concept avec ce premier bateau et montrer que c'est faisable. Aujourd'hui on a passé un peu tous les tests techniques et voilà. On a le constructeur qui est partant, on a forcément un architecte qui a dessiné un bateau déjà. Et voilà, la matière première, le soutien d'une collectivité, mais maintenant il nous faut des engagements de société et financiers pour pouvoir démarrer la construction au mois de juin. Voilà. Et à ce carbone, on appelle ça réemployé en fait. C'est pas du recyclage parce que la matière elle n'est pas transformée, c'est la matière brute telle quelle qu'on va réutiliser. Mais par contre, on va aussi recycler là, pour le coup, du titane. Le titane, c'est un métal assez rare qui est utilisé en milieu hospitalier pour tout ce qui est prothèse. Et ce titane, aujourd'hui, c'est un métal cher, assez rare, et qu'on retrouve aussi dans les pièces d'accastillage du bateau. Et voilà, donc l'idée, c'est de collecter tout ce titane d'un peu partout, le recycler, pour le coup, le refondre, faire des blocs, et ensuite refaire des pièces d'accastillage. D'accord. Voilà. Au lieu de aujourd'hui, cette matière, elle est jetée. Elle est à usage unique et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter de vivre comme ça à crédit sur notre planète et voilà il y a plein de richesses partout et il faut inventer des nouveaux moyens, des nouveaux modes finalement de fonctionnement et voilà se contenter de déjà ce qu'on a quoi. Et du coup c'est Airbus qui a initié cette démarche et qui est venu te voir ou comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est alors non, ça a été à mon arrivée du Vendée Globe où moi j'avais envie de repartir pour un prochain Vendée, mais il y avait quand même cette idée de réfléchir depuis quelques années à un bateau un peu mieux construit, plus proprement, plus respectueux aussi des hommes et des femmes qui construisent ces bateaux, de l'environnement. On réfléchit à ça depuis quelques temps, notamment avec l'ADEME aussi qui nous soutient, l'Université de Nantes. Donc voilà, il y avait quand même une base de réflexion à ce sujet et là, sous l'impulsion de Nantes Métropole, il y a eu cette rencontre avec le Technocentre Airbus et on a trouvé un dialogue et un commun et eux étaient aussi dans cette idée de pouvoir réemployer cette matière. Enfin, aujourd'hui, je pense que on est tous à se poser des questions quand même un peu environnementales, aussi existentielles et c'est vrai que chacun dans son domaine d'activité doit trouver un peu des réponses à apporter quoi. C'est une première mondiale? C'est une première mondiale. Ouais. Quelle est ton ambition toi du coup avec ce projet? Alors l'ambition c'est de réussir à faire un bateau qui va être, on le sait maintenant les chiffres, ça va être de diviser par 2 finalement notre impact carbone. Aujourd'hui un IMOCA c'est autour de 600 tonnes émises à la construction et là on va passer à 300 tonnes, voire un peu moins même. Donc c'est colossal et puis après de créer une filière en fait. C'est-à-dire que ce bateau il va pouvoir naviguer, montrer que c'est possible et que derrière en fait ça engendre une prise de conscience et une dynamique pour créer d'autres bateaux et qu'aujourd'hui on puisse, demain on pourra finalement flécher une filière dans le carbone, dans le titane pour construire plus proprement, plus durablement. On sent que tu t'impliques personnellement dans la construction de tes bateaux. Comment est-ce que toi tu souhaites justement t'impliquer? Alors en fait c'est mes premiers, moi j'ai eu très peu j'en ai eu qu'un finalement, bateau neuf, donc c'était pour le Vendée Globe avec l'Occitane où c'était chouette parce que je suis allé choisir l'architecte et et puis
les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et puis, moi, je suis pas du tout architecte naval, je suis pas du tout scientifique, mais voilà, je navigue, donc c'est bien de pouvoir avoir des échanges entre les gens, les hommes de l'art, et puis voilà, moi, mes sensations, le ressenti. Et donc là, c'était un super boulot. Et voilà. Et autrement, en général, j'achète des bateaux d'occasion qui ont déjà servi, et puis après, on essaye de les améliorer, de les faire progresser, et c'est aussi intéressant. Mais voilà, donc il y a toute une facette du métier qui peut être différente suivant si on part d'une feuille blanche ou si on achète un bateau qui est déjà existant et qu'on peut upgrader, quoi. Voilà. Mais c'est toujours super enrichissant dans notre métier de pouvoir échanger avec des gens de différentes compétences qui vont venir vous nourrir et que vous aussi vous nourrissez. Il faut les challenger aussi parce que certains naviguent pas. Donc ils ont des très bonnes idées mais des fois qui ne sont pas applicables ou mal applicables. Vous avez des idées mais qui ne sont pas réalisables ou peu réalisables. Donc voilà, il faut un peu mettre tout le monde... Cette rencontre entre le terrain et les bureaux. Ouais, exactement. Mais en tout cas, ce qui nous réunit tous, c'est la passion. Et voilà, donc ça crée des choses souvent assez belles. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup avec ce prochain Vendée Globe ? Le meilleur. De gagner. Possiblement, si on peut. Mais après, voilà, déjà réussir à monter le projet, mettre un bateau à l'eau, se qualifier pour le Vendée Globe, et puis être au départ, déjà des grosses étapes à franchir. Mais là, je crois qu'il y a une vraie dynamique collective, donc avec l'association, avec des partenaires qui sont déjà en place, et puis on sent que le projet, il a du sens et il fait sens pour beaucoup. Et voilà, donc là, on est un peu à un point de bascule où on est pris aussi par le temps, mais en même temps, c'est le bon moment pour actionner. Et je me demandais, tu vois, justement sur une course comme le Vendée Globe, entre ces bateaux, ces IMOCA, avec ces foils, ces sponsors, et à l'inverse, peut-être des monocoques, toujours des IMOCA, mais qui sont avec peut-être un peu moins de sponsors, un peu moins pas toute cette technique avec ces foils. Est-ce qu'il n'y a pas une course à 2 vitesses finalement ? Alors, forcément, c'est un sport mécanique, donc avec un besoin financier, un besoin d'investissement qui peut être conséquent. Donc, si on veut performer, il faut un minimum de budget. Après, ce qui je trouve intéressant, c'est que finalement, la course au large permet à différentes typologies de personnages de pouvoir exister, et certains vont y chercher l'aventure comme le Vendée Globe ou faire un tour du monde, prouver des choses, se retrouver face à l'élément et raconter une histoire autour de ça, défendre une cause, et d'autres ils vont avec cette idée de gagner, de compétition très poussée. Donc en fait et puis avec des partenaires qui aussi savent où ils vont. S'ils vont sponsoriser un tel ou un tel, ça sera pas la même signification, le même message qu'ils voudront donner. Donc je trouve que tout le monde peut y trouver son compte en fait. Tout ça cohabite très bien. On va s'intéresser un peu à Nantes parce que tu sais c'est la ligne éditoriale du podcast. Donc en plus on sent qu'il y a je trouve une vraie envie chez toi à travers tes différents projets de dynamiser le territoire, tu vois, de travailler en local, et notamment donc ce projet de récupération du carbone dont tu parlais avec Airbus. Je sais aussi que tu avais construit ton IMOCA le Citane en Provence dans le quartier Chantenay à Nantes sur le chantier Black Pepper. Pourquoi cette volonté ? Pourquoi ? Parce que déjà je vis à Nantes, voilà, donc c'est ma ville et j'y suis attaché, et que elle a un passé maritime riche. Il y a eu énormément de bateaux construits de tout type depuis longtemps. Il y a des clubs de voile sur l'Erdre qui sont actifs. Il y a vraiment un vrai vivier en fait d'intelligence dans tout ce domaine. Et aujourd'hui, il y a une volonté de la ville de renouer en fait avec son passé maritime, avec cette histoire, et puis aussi d'ouvrir à ce que peut être le nautisme de demain. Et en tant que finalement participant à ce nautisme, à ce monde de la course au large, j'ai envie d'être une petite pierre à l'édifice et d'apporter ce que je peux apporter modestement. Mais je trouve que c'est une ville où il y a énormément d'énergie positive et des gens d'interaction entre différents domaines, que ce soit les entreprises, que ce soit l'université, avec des pôles de recherche hyper intéressants. Et donc tout ça, ça interagit, ça communique beaucoup, c'est dynamique. Et je trouve qu'il y a de belles choses à faire. C'est intéressant. Est-ce que tu dirais que c'est un avantage
Alors oui, c'est un avantage. C'est un avantage certain plutôt que d'être isolé dans un endroit. Et voilà, je crois que voilà, Nantes, c'est une ville où il se passe des choses et où les gens n'ont pas peur d'avancer, de créer, d'être un peu en décalage aussi. Donc voilà, moi je suis assez à l'aise avec ça et ça me plaît de m'inscrire aussi dans cette dynamique. Ouais. Super. Et donc j'aimerais qu'on revienne sur un projet, si tu veux bien, ton projet de livre que tu m'as apporté aujourd'hui, qui est magnifique, qui s'appelle Des mots sur le globe. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Ouais, c'est une chouette histoire en fait avec la ville de Nantes, avec les écoles de quartier autour du Vendée Globe, où depuis quelques années on cherche finalement à essayer de faire pénétrer la course au large et voilà cet univers un peu d'émerveillement dans des endroits où des enfants ont peut-être pas tant d'horizons que ça. Et finalement, par le biais de l'écriture et puis de cette communication entre un bateau pendant un tour du monde et puis des classes, on a réussi, grâce à un travail des enseignants, grâce au CRV, grâce à des gens très motivés, finalement à embarquer les enfants dans un univers qui n'était pas le leur et à leur faire toucher du doigt ce que pouvait être la création, l'écriture, le rêve aussi. Et ça a donné ce livre, hein, Des mots sur le globe, qui est une restitution des enfants qui ont écrit des textes magnifiques. Il y a eu des mises en voix qui ont été faites fabuleuses à laquelle j'ai pu assister. Alors malheureusement, c'était juste après le Covid ou pendant. Et du coup, il n'y a pas pu avoir de restitution publique. Mais voilà, c'était... moi, je trouve ça... C'est toujours remuant d'assister à ces moments où finalement les enfants ils sont en train de vivre un truc qui leur échappe complètement. Ils sont à milieu de leur univers, mais ils ouvrent des yeux énormes et puis ils ont envie de se laisser embarquer dans ces aventures maritimes, quoi. Où est-ce qu'on peut l'acheter aujourd'hui, ce livre ? Alors, il est en vente dans quelques librairies, dont la Géothèque, et aussi Vent d'Ouest. Ouais. Voilà, et puis en ligne sur mon site également. Voilà. D'accord, super. Si je reviens sur Nantes, toi, à titre personnel, qu'est-ce que t'évoques cette ville ? La ville, en fait, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi. En partie, après, on est parti quand même au nord de Nantes en campagne, mais j'ai pas fait toute ma scolarité secondaire. Et puis mes grands-parents y habitaient, donc c'est une ville que j'ai sillonnée beaucoup en vélo avec mes grands-parents, notamment avec mon grand-père. Voilà, on adorait faire du vélo dans Nantes. Et du coup, c'est une ville que j'ai vue au fur et à mesure évoluer. Et quand je pars en mer, j'aime bien revenir aussi et voir la ville changer. Et j'aime bien cette idée de fleuve aussi qui la traverse et qui est toujours en mouvement. Et voilà, je crois que c'est à l'image de cette ville. C'est une ville qui bouge, qui est dynamique, où, comme je disais, il y a pas mal d'interactions, qui est aussi toujours pas très loin de la mer finalement. Donc on sent cette influence à travers les nuages, le ciel et la météo qui change souvent. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Alors, j'aime bien aller au restaurant, en terrasse. J'aime bien aller dans des librairies. J'aime bien faire du vélo et y marcher. Voilà. Et est-ce que tu as justement des bonnes adresses à partager avec les auditeurs de Rayonnante ? Alors, moi j'ai une cantine qui s'appelle Chez Marcel, qui est en bas de Chantenay. Et voilà, j'aime bien aller. Voilà, après, les bonnes adresses. Non, après, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être dans le quartier, au bord de Loire. Et c'est un peu là où ça se passe pour moi. Et l'Erdre aussi, j'aime bien parce que mes enfants sont au Snow. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est aux portes de Nantes et qui est assez sympa. Et c'est une ville où très vite on peut s'évader aussi et sortir de la ville en fait. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et tu parlais de librairie ? T'as une librairie fétiche à Nantes ? J'aime bien la librairie Vent d'Ouest, qui est toute petite et voilà. Et puis il y a une librairie qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Ah oui ? Ouais. Et la librairie Ludique. Donc voilà, c'est plutôt sympa de faire 50 mètres et de changer d'univers. Écoute, merci Armelle en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Je te remercie beaucoup parce que c'était très inspirant. J'ai l'impression qu'on a rêvé avec toi. Donc je te souhaite beaucoup de succès dans tes futures courses à venir. Et je te dis à très bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.